Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9h et en rediffusion les samedis à 10h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Ondes Positives. Je suis Nathalie Salmeron et aujourd'hui on va parler d'insécurité linguistique dans les écoles anglophones. C'est vrai que c'est toujours un sujet épineux, cette insécurité linguistique. Est-ce que les élèves en soi ils sont suffisamment confiants pour parler le français qu'ils apprennent à l'école? Eh bien, c'est une question qu'on va pouvoir aborder lors de ce nouvel épisode. Je vous rappelle que cette émission, elle est également rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Aujourd'hui, avec moi pour discuter de cette question, j'ai la chance d'avoir Isabella Bamgam-Biki. Comment ça va aujourd'hui, Isabella? Ça va, et toi? Eh bien, ça va très bien. Je suis très contente de pouvoir discuter avec toi de cette question. Toi, je vais te laisser te présenter. Tu es professeur justement dans une école anglophone. Oui. Alors moi, je suis Isabelle et puis je travaille dans une école anglophone depuis plusieurs années et je suis enseignante de français pour les grades 7 et grade 8. Je fais 2 heures par semaine dans chaque classe et voilà, c'est tout ce qu'on a comme heure de français à notre école. C'est vrai que c'est assez court. Après, pour resituer un petit peu le truc, c'est une école anglophone qui fait Oui, pas forcément l'immersion en français. Donc, c'est vraiment des cours de français qui sont donnés et seulement 2 heures par semaine. Donc, c'est vrai que c'est exactement. assez court au final. Ouais. Comment toi, tu décrirais l'insécurité linguistique exactement? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, je vais expliquer par rapport à l'âge de mes élèves. C'est des pré-ados, voire ados. Et ils ont une insécurité de la langue française parce que ils sont pas confortables, ils commencent à développer leur personnalité, ils veulent se montrer à leur plus beau jour. Donc, ne pas savoir dire un mot et inventer ou le mélanger en français ou en anglais, ils refusent de faire ça parce que le paraître est très important à cette période-là. Et du coup, ils sont bloqués et ils ne veulent pas parler tant qu'ils ne connaissent pas parfaitement ce qu'ils vont dire, le vocabulaire, les liens, etc. Donc, c'est très, très compliqué d'être en sécurité à cet âge-là si on ne l'a pas fait dès le plus jeune âge, à commencer plutôt, disons, à 2, 3 ans et remonter plus haut. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et oui, c'est une insécurité linguistique, c'est par rapport encore pour mes élèves, c'est parce que ils n'ont pas confiance en eux, ils ne voient pas l'intérêt de la langue et ils vont de toute façon changer de classe. C'est pas une obligation d'avoir le français, c'est une option. Donc c'est pas nécessaire, alors ils, ils ne le font pas. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Isabelle. C'est vrai que il y a ce côté, oh, le français, c'est pas cool. Le français, c'est un peu la langue qu'il faut dépoussiérer, quoi. C'est un peu vieillot, puis c'est la langue de l'école. Avec mes amis, on va pas parler en français. Même si en soi, je pourrais tout dire la même chose, tout pareil en français, bah ça sonnera pas aussi cool que si je le dis en anglais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques et comment tu l'expliques, ce côté, le français, ça a tendance... Moi, quand j'entends ça, en plus, j'ai l'impression que le français, c'est toujours le français de Molière qui n'a pas bougé, alors qu'on sait que, enfin, pour le parler, toi et moi, au quotidien, le français, c'est une langue hyper vivante, il y a toujours plein de mots différents, et puis il y a cette enfin, ce truc hyper cool avec le français, c'est que comme on est francophone de partout dans le monde, surtout ici à Toronto, on s'en rend compte, bah on chope des petits mots de ah toi tu viens du Bénin, au Bénin on dit ça comme ça, ah vas-y bah ça je le prends de toi, et toi tu viens de Suisse et toi on dit ça comme ça, ah ok vas-y je le prends, et du coup je trouve que ça ajoute
des trucs dans notre sac à dos en fait. On rajoute des petits mots, des petites expressions qui viennent d'un peu partout, mais au final, entre francophones, même si c'est pas l'expression qu'on va utiliser partout, bah c'est cool et puis en tout cas, on apprend quelque chose. Bref, comment toi tu l'expliquerais ce côté, ah le français c'est un peu vieillot, c'est un peu, c'est pas cool en fait. Oui. Alors, avec mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que les professeurs de français francophones en Ontario sont très rares. Et du coup, les écoles vont engager des gens qui parlent un petit peu français, mais qui sont pas forcément francophones et qui n'ont pas vraiment une bonne base en français. Alors, à cause de ça, ils sont pas forcément motivés à enseigner le français parce que souvent ils se disent, bah, c'est le seul emploi que j'ai en tant qu'enseignant. Les anglophones, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, mais en tant qu'en francophone, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, ils ne mettent pas beaucoup d'envie, de personnalité, de motivation quand ils enseignent notre langue. Et ils vont prendre des photocopies de livres et ils vont copier, recopier, recopier. Du coup, les leçons et les classes sont très, très, très plates et pas adaptées à leur niveau et pas adaptées à leur intérêt. Ouais, c'est ça. Et moi, je me suis retrouvée dans cette école et je regardais dans les affaires de l'ancien prof et c'était des histoires de Napoléon, des photocopies illisibles. Alors, comment voulez-vous que les enfants soient motivés à apprendre alors que déjà physiquement ça donne pas envie et en plus ils ont la barrière de la langue qu'il faut apprendre une nouvelle langue, de vocabulaire, mémoriser, c'est déjà difficile et en plus si derrière il y a rien qui est intéressant et intriguant ou amusant, ben, ils vont pas vouloir le faire. Donc c'est pour ça que de ma part, avec mon expérience, que je trouve que c'est le problème, c'est qu'il y a eu aucune motivation. Et d'un autre côté, le français dans les écoles anglophones, ben, c'est la dernière pièce du puzzle. Du coup, c'est pas très important. Et alors, par exemple, quand il y a des activités, ils vont faire sauter le français à la place, disons, des sciences ou des maths. Et alors, forcément, les enfants voient que c'est pas très important. Alors, ben, on s'intéresse pas beaucoup au français, on n'est pas motivé à l'apprendre. Et c'est tout plein de facteurs qui font que ah, le français, c'est nul, ah, le français, c'est vieux. Et vu qu'on les expose pas à ce qui se passe actuellement, aux artistes du jour actuel, des influenceurs francophones d'aujourd'hui, ils en connaissent pas parce qu'on ne les expose pas à ça. C'est incroyable ce genre de choses. Même quand tu dis des photocopies illisibles, alors qu'on est en 2025, clairement, on pourrait même envoyer des liens juste et chacun l'ouvre sur son ordinateur. Enfin, je veux dire, c'est limite ne pas y mettre de la bonne volonté parce que le matériel pédagogique francophone, il existe, même si ici on est en situation minoritaire. Total. On peut prendre des bouquins qui sortent partout, on peut se dire, ok, il y a tel prix, le prix Goncourt de l'année, ben voilà, on va vous lire ça et c'est, même si c'est pas adapté, ça va vous ouvrir sur un monde qui existe en fait, parce que nous ici à chaque FM, on est une petite enclave et c'est vrai que bah moi en plus je suis la directrice de la programmation donc je vais écouter toute la musique et je me dis ouais on est tellement riche de ça au final parce que la langue qu'on partage, comme je disais tout à l'heure, elle vient de partout dans le monde avec ses influences, avec ses petites particularités culturelles et tout et je trouve que tu vois de juste parler de Napoléon bah, il s'est passé deux, trois trucs depuis quand même, donc ce serait cool de les mentionner. Et puis justement de pas laisser le français à cette époque un peu moyenâgeuse, révolutionnaire, et rappeler que la langue française, c'est pas juste être franco-français. Parce que c'est vrai que quand on dit le français, on a l'impression d'avoir une petite tour Eiffel à côté de la tête, alors que pas du tout. La personne qui est à Douala, la personne qui est à Bruxelles, la personne qui est même au fin fond du Vietnam, parce qu'on sait que ça a été colonisé et tout ça, on sait qu'il y a cet héritage francophone en tout cas qui est là, et je trouve que des fois c'est important de mettre en lumière ce genre de choses. On partage une langue, mais on partage aussi toute cette culture autour qui est hyper riche en fait. Comment Mhm. toi, du coup, quand t'es arrivé, t'as remplacé donc ce prof sortant, toi t'arrives, tu vois qu'il y a des vieilles photocopies sur Napoléon, un truc à moitié lisible. Qu'est-ce qui t'a motivé pour toi mettre un petit coup de
dépoussiérage là-dessus et dire, bon, on va reprendre un peu sur des bases peut-être un peu plus cool pour le coup. Toi-même, t'es jeune, t'as l'air d'être assez passionné aussi par la langue que t'enseignes, ta matière. Donc peut-être qu'il y a ça aussi qui change tout, la passion. Parce que quelqu'un qui est pas motivé ou qui est motivé juste par un salaire à la fin du mois, ça se ressent aussi à un moment donné. Ouais, tout à fait. Pour moi, donc quand je suis arrivée dans cette école et que j'ai vu le matériel qu'il y avait, bah déjà personnellement, je peux pas enseigner quelque chose qui ne me motive pas, c'est pas possible. Du coup, j'ai un petit peu regardé ce que les autres cours, les autres professeurs faisaient et j'ai essayé d'intégrer ce qu'ils faisaient au français. Donc comme ça, on faisait un petit peu interdisciplinaire. Et par exemple, dernièrement, on fait la musique et l'origine de la musique dans les autres classes. Et du coup, moi, j'ai fait la même chose. Donc là, on a fait un module sur les chanteurs francophones. Et évidemment, j'ai interdit les plus populaires parce que je voulais, comme tu disais tout à l'heure, la francophonie, ça s'arrête pas au Québec ou à Paris. Il y a des francophones autour du monde et donc je leur ai interdit d'aller en France chercher des chanteurs français ou au Canada. Il fallait aller partout ailleurs, sauf à ces endroits-là. Ils ont découvert des artistes incroyables avec des messages très profonds parce que alors dans le module, on apprenait l'histoire de comment est née la chanson, comment les artistes créent une chanson et pourquoi ils créent la chanson, quel est leur public qu'ils visent quand ils écrivent une chanson, etc. Donc, ils ont été très, très intéressés par ça et ils ont travaillé euh, très motivés, ils ont fait leurs devoirs, ils ont fait des présentations extraordinaires. Mais ça, c'est parce que j'ai été chercher leur motivation et puis j'ai intégré aussi par rapport aux autres classes qu'ils ont. Donc, c'était quelque chose ils étaient déjà en train de faire qu'ils apprenaient ailleurs et donc ils étaient déjà confortables dans ce sujet-là et ils ont pu faire un travail incroyable, même si il faut toujours retravailler la prononciation quand il faut les présentations, etc. Mais la base, c'est les motiver à apprendre et à faire des recherches sur le monde francophone ailleurs qu'au Canada et en France, quoi. Et du coup, le fait d'avoir un intérêt peut-être autre que, eh bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre de l'histoire du Moyen Âge français Ouais. qui déjà, même nous à l'époque, quand on a pu apprendre ce genre de trucs, c'était déjà vieillot. Et moi, cette époque, c'était il y a au moins 15 20 ans. Euh, c'est Mhm. sûr que là, ça les motive pas. Mais du coup, est-ce que tu remarquais qu'ils avaient un meilleur intérêt à même parler? Parce que forcément, le côté, je maîtrise pas tout le vocabulaire, je maîtrise pas forcément au top la grammaire, la conjugaison, ça reste difficile. Mais comme là, je parle de quelque chose qui m'intéresse, bah, je vais au-delà de mes difficultés et bah, du coup, ma timidité, mon insécurité, mon malaise, on peut appeler ça comme on veut, vis-à-vis de la langue, bah, il est moindre. En tout cas, je l'ai mis un peu de côté pour vous expliquer les découvertes géniales que j'ai pu faire grâce à ce devoir. Oui, totalement. Parce que, par exemple, j'ai eu une petite anecdote, une élève qui avait découvert un chanteur francophone et la chanson était drôle et amusante. Et puis, une fois que tu l'écoutais, elle te restait dans la tête tout le temps. Et du coup, à chaque début de classe, elle la mettait et tout le monde était là, ah non! Et puis, il commençait à chanter les paroles. Et elle était tellement motivée qu'elle voulait absolument présenter son chanteur en premier. Et les autres, donc le fait que, en fait, ça fait effet boule de neige. Le fait que elle a découvert ce chanteur super incroyable, les autres, ils cherchaient encore plus pour retrouver quelqu'un d'encore mieux et de montrer que eux, ils ont trouvé quelqu'un. Donc oui, c'est un point motivant de cibler ce que eux, ils aiment faire. Et aussi adapter les leçons par rapport aux autres, à ce qu'ils font. Comme ça, on va tous dans la même direction, en fait. Comment ça se traduit et comment tu réagis quand tu as un élève qui se sent pas capable de parler devant la classe en français? Parce que ça arrive, on se rappelle tous machin, machine, au tableau. Et là, on fige parce que d'une, bah, on fait face à toute la classe déjà. Juste même si on devait parler sa propre langue, c'est hyper intimidant, on peut se sentir mal à l'aise. Et on rappelle qu'en plus, toi, tu t'occupes d'ado, pré-ado. C'est déjà un âge assez ingrat, on va pas se Mhm. mentir, où déjà on se pose plein de questions sur soi, sur mille trucs. Et puis maintenant, voilà, on est dans cette ère où il y a les réseaux sociaux. Donc
le téléphone est un peu l'extension de sa main, on a tendance à se comparer tout le temps, donc voilà. Mais au-delà du côté adolescent, il y a ce côté, voilà, insécurité linguistique. Comment toi tu réagis en tant que professeur si tu as un élève qui dit non, je refuse, je me sens pas capable de parler et qui fait limite un petit rejet, comment toi tu vas aborder le truc avec ton élève? Oui, alors on en a souvent, dépendamment des sujets, dépendamment de la période aussi. Il y a des fois, il y a eu quelque chose entre copines, ils se sont pas à l'aise, il y a eu un petit peu d'intimidation autour et donc là, on est plus content avec personne et on veut s'isoler. Donc ce que moi je fais, je les force jamais. Je leur demande avec qui est-ce que tu te sens confortable de faire ta présentation. Et soit il nomme un élève ou soit il nomme un adulte, n'importe qui, mais du moment qu'il y a au moins moi et une autre personne qui puisse regarder la belle présentation que l'élève fait. Et on se met, soit on se met en dehors de la classe, ou soit on se voit à une autre journée en dehors des classes de français pour que les élèves fassent la présentation. Il n'y a vraiment pas, on est dans notre école et dans toutes les écoles, c'est important de mettre à l'aise les élèves et de ne pas les forcer parce qu'on ne veut pas qu'ils se bloquent complètement, mais on veut les mettre à l'aise et puis on les aide avec les présentations, surtout orales. Et à chaque fois qu'ils font un tout petit effort, alors on fait toute une fête incroyable pour vraiment accentuer le fait que la personne a parlé et puis on lui donne 1 million de compliments pour la mettre à l'aise, etc. Et en général, il se relâche un peu. J'ai un élève au début de l'année, mais alors il voulait, mais vraiment jamais, même pas avec une autre personne, c'était juste avec moi. Et même à un moment donné, il a demandé s'il pouvait s'enregistrer et m'envoyer. Et j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça, mais bon, il faut que tu essaies quand même. Essaye. Et si ça va pas du tout, tu arrêtes et là, tu peux m'envoyer ta vidéo. Donc, il a essayé, il a fini sa présentation et donc, il m'a jamais envoyé la vidéo. Et au fur et à mesure que l'année a passé, que je lui faisais des compliments, à chaque fois, je lui posais une petite question en classe, en mini-groupe ou en groupe classe. Je faisais des compliments incroyables. Oh là, t'as un vraiment bel accent. Est-ce que tu t'entraînes à la maison, etc., etc. Du coup, maintenant, ils présentent comme tout le monde. Mais c'est une question de les mettre confortables et surtout de leur dire qu'ils ont le choix de présenter devant tout le monde, devant moi, mais qu'ils ne sont pas vraiment obligés de faire ça devant les autres, mais que c'est bien que l'école, on est là pour leur apprendre à survivre dans la vie du travail quand il sort. Donc, c'est un entraînement. Alors, plus on s'entraîne, plus on devient confortable. Et si on ne peut pas le faire maintenant, ça va être compliqué plus tard au travail. Puis c'est surtout qu'une présentation en public, qu'elle soit faite en français, en anglais ou dans n'importe quelle autre langue, au final, ça reste impressionnant. Comme je disais tout à l'heure, on est face à la classe, il y en a toujours un qui ricane au fond, ou on va être un peu stressé, donc on va buter sur un mot. Donc forcément, après, forcément, une fois qu'on a mis le pied dans le tapis une fois, c'est la possible chute qui est possible. Enfin, voilà, il y a ce truc-là. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quels sont les points de difficulté que tes élèves mettent en lumière à chaque fois. Est-ce que ce qui est dur pour eux, c'est le vocabulaire à apprendre? Est-ce que c'est la prononciation qui est difficile? Est-ce que c'est la grammaire et on leur en voudra pas parce qu'on sait que la grammaire en français, c'est très difficile. C'est quoi souvent les points, ah madame, j'y arrive pas, qui reviennent souvent? Alors, au niveau de l'oral, c'est toujours la prononciation. Ils trouvent ça bien trop compliqué de prononcer les mots en français. Au niveau de l'écriture, c'est souvent qu'ils connaissent pas les mots. Ils n'ont pas assez de banque de vocabulaire. Et forcément, vu qu'ils connaissent pas les mots, ils savent pas du tout la grammaire. Est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est masculin? C'est quoi l'accord? C'est pas quoi l'accord? Donc c'est un petit peu de tout au niveau de l'écriture. Maintenant, l'oral, c'est le plus important, je dirais. La plus grosse difficulté parce que ils sont complètement bloqués. L'écriture, encore, ils peuvent se débrouiller, aller chercher dans le dictionnaire, essayer de regarder dans leurs notes, etc. Mais quand il s'agit de parler, de prononcer, ils ne savent plus du tout comment on le dit. Et puis les nombres aussi, ils vont dire les nombres
en anglais. Et je dois toujours répéter, je dis, mets-le entre parenthèses, en lettres, comme ça tu te souviens. Donc, c'est ça la plus grosse difficulté, l'expression orale. Et du coup, c'est quoi les petits trucs et astuces à mettre justement pour se dire, bon, bah, si ta prononciation, elle n'est pas au top, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour justement bah, se sentir un peu plus à l'aise ou avoir plus de facilité à prononcer certains mots? Est-ce que on les décortique? Comment c'est au quotidien de mettre en place ce genre de choses? Alors, on fait les sons, on travaille les sons, comment prononcer les sons. On regarde des petites vidéos et alors on fait des petits jeux de rôle amusants. On prend des refrains, on choisit une fois par semaine une chanson populaire à la mode et là on prend le refrain et chacun une fois par semaine s'amuse à chanter pour nous ou un petit groupe s'amuse à chanter pour nous et faire une petite chorégraphie juste pour s'entraîner à juste parler ou chanter en français. Et surtout, la conscience phonologique. On apprend beaucoup les sons, on joue aux cartes avec les sons, on invente des mots et on fait beaucoup de virelangue aussi. Euh, De quoi? De virelangue? oui, de Qu'est-ce que c'est tongue ça? twister. Ok. Ouais, alors, donc les mots, les sons qui se répètent à chaque fois, et alors on fait des petits concours, celui qui va dire la phrase le plus vite. euh, Panier, papier, piano, le plus vite Ouais. possible. Donc, des choses comme ça. Comme ça, c'est amusant, mais ils travaillent un petit peu sur leur prononciation et en même temps, le fait d'être à l'aise par exemple, ces jeux-là de virelangue, c'est toujours très drôle parce que après, on ne sait plus quoi dire et on mélange les mots et donc ça devient drôle. Ouais, puis c'est le genre de truc en plus que nous-mêmes francophones on joue. Moi, je me rappelle partir en colonie de vacances et justement, bah, c'est pour voir celui qui a la langue qui fourche le premier. Est-ce que tu sais articuler ou pas? Enfin, voilà, ce genre de truc. Je pense à un truc, la musique rap, qui est Mhm. très, bon, pas tous les chanteurs, hein, forcément, je Mhm. mets quand même un petit holà. Mais c'est vrai que la musique rap, certains textes, c'est vraiment de la poésie et pour la diction. C'est vrai que ça peut être très pratique. Voilà, c'est mon petit Ouais, ouais. conseil moi personnellement. Mais c'est vrai que la musique, effectivement, c'est quelque chose de tellement fédérateur que des fois, il y a une musique qui va passer à la radio, on va vibrer dessus sans comprendre un mot parce que juste la sonorité de la voix, la musique derrière, ça nous parle et du coup, ça match, comme on dit en anglais. Et pourtant, des fois, on est là, mais c'est en quelle langue? Peu importe au final, c'est juste que c'est important. Mais là, du coup, ramener la musique, tu l'as dit à plusieurs fois, à plusieurs reprises, ramener la musique dans tes cours, au final, bah, ça leur donne un petit attrait parce que de la musique, bah, on en écoute tous les jours. Et ah, en fait, la musique en français, c'est cool. Ah, la musique en français, je peux découvrir ci, je peux découvrir ça. Puis comme tu disais tout à l'heure, on a des paroles un peu rigolotes dans certaines chansons. Du coup, ça leur prouve aussi que bah, c'est pas figé comme langue, quoi. Ça peut vraiment bouger, être drôle, être pas juste, voilà, Molière, des grandes perruques et Napoléon et tout ça, quoi. Ouais, et ils adorent les schtroumpfs parce que dans les schtroumpfs, ils inventent des mots en fait dans les schtroumpfs. Je vais te schtroumpfer, j'ai schtroumpfé la porte, des choses comme ça. Donc on joue souvent à des jeux comme ça, à inventer des mots, mais avec toujours l'accent en français et essayer de le prononcer en français. Donc ils adorent ça, ils adorent faire des petites scénettes comme ça. Ouais, puis en plus, ça leur enlève un peu ce côté timide, ce côté j'ai peur du jugement de l'autre, parce que du coup, on n'est plus nous-mêmes, on est dans le personnage d'eux, et du coup, on est peut-être plus à même de faire certains trucs qu'on ferait pas si on avait juste notre casquette de toi Isabelle, moi Nathalie, et genre on essaie de rester dans nos rôles bien définis, alors que si au final on prend le côté un peu théâtral, bah c'est plus réellement Nathalie qui parle, ça va être, je sais pas, un personnage XY, et du coup, bah on peut se dédouaner un petit peu du truc. Vu que toi, ton école, elle est complètement anglophone, je me demandais si tes élèves, ils étaient conscients de la communauté francophone ici à Toronto. Parce que c'est vrai que quand on arrive dans la ville et qu'on est nouvel arrivant, par exemple, bah, on entend tellement tout en anglais, l'affichage en général est majoritairement que en anglais, bien qu'on est quand même dans un pays bilingue, donc tout ce qui va être service fédéral, entre guillemets, ça va être un truc qui va être totalement traduit. Quand on va à Service Ontario, on a la chance de pouvoir demander dans les deux. Quand on va dans certaines banques, pareil, c'est traduit et tout. Mais est-ce qu'ils ont conscience, parce que tout le monde le voit que des fois c'est écrit en français,
tout le monde va pas le lire. Moi, ça va être le premier truc que je vais lire parce que forcément, mon attention va être attirée plus par le français. Mais est-ce qu'ils ont conscience de cette communauté francophone qui vit et qui existe autour d'eux? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et quand on avait organisé l'année passée, aller voir un spectacle au Théâtre Français, ah bon, ça existe un endroit où il y a que du français? Bah oui. Non, pas du tout. Ils connaissent rien du tout. Ils ne savent pas ce qui se passe en dehors de la classe. C'est fini le français. Ils connaissent rien du français. S'ils sont pas Et, du tout exposés et il n'y a aucun intérêt autour qui fait qu'ils ont une curiosité d'aller explorer. ah ouais, bah, c'était justement ma deuxième question. Est-ce que, même s'ils sont pas conscients d'eux, est-ce que ça a éveillé un petit peu un certain intérêt quand tu les emmènes, par exemple, en sortie ou que vous allez leur faire la présentation, par exemple, des organismes francophones qui existent, juste pour leur dire, bah voilà, je vous plante le décor, voilà ce qui existe, libre à vous maintenant d'utiliser ces organismes, d'aller les rencontrer. Voilà, on va pas se mentir, même à la TPL, à la bibliothèque municipale, il y a toute une section francophone. Euh, c'est vrai qu'on peut complètement vivre en dehors de ça, mais nous qui sommes francophones, on est content justement d'avoir ce double accès, de se dire, je choisis de vivre en français si je le souhaite. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours ma vie anglophone parce que bah, notre propriétaire va parler probablement anglais. Quand on va faire nos courses, la caissière va sûrement parler anglais et pas forcément notre langue aussi. Mais cet attrait, faut le faire naître en fait, C'est ça. cette envie en fait. C'est ça. Mais malheureusement, il y a pas de temps. Et souvent, dans les écoles anglophones, comme je disais tout à l'heure, on est la dernière pièce du puzzle. Donc, moins de budget pour les affaires de français, c'est pas la priorité. Du coup, moins d'opportunités pour les exposer aux Français en dehors de la classe. Parce que forcément, les activités autres que le français sont prioritaires et le budget est plus, enfin, il y a des catégories, et donc la catégorie du français, elle est la dernière. Donc, du coup, ils ne sont pas intéressés. Et s'ils quittent le français après le grade 8 pour aller au grade 9, bah, forcément, vont même jamais y aller, ou même après, même en grade 7 ou grade 8, ils vont pas le faire en dehors de la classe, puisqu'ils savent qu'en grade 9 ils vont pas faire le français. Ils ont l'option de ne pas faire le français. C'est pas frustrant pour un professeur de se dire que bah déjà les élèves n'ont pas un intérêt incroyable, ils ont que 2 heures par semaine et en plus, même d'un point de vue plus général, il n'y a pas beaucoup de moyens, enfin en tout cas moins que les autres. Si admettons tu as envie d'amener tes élèves en sortie, bah ça va être des sous à trouver, peut-être motiver le management de l'école pour bah, octroyer un peu de sous. Enfin, comment toi tu le vis? Parce que forcément il y a peut-être un peu ce côté frustration de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout en fait. Oui, 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 ben, c'est très frustrant parce que on vient avec toute la motivation du monde, la passion de notre métier en tant qu'enseignant et en plus le français et on a plein de bâtons dans les roues et donc forcément c'est très très frustrant, c'est très difficile à vivre parce que on nous donne pas les moyens d'explorer et de surtout de faire vivre l'expérience du français et le fait que le français est tellement important ici au Canada. C'est un pays bilingue, officiellement bilingue, et malheureusement, je ne sais pas dans les autres provinces, mais ici, en tout cas à Toronto et dans les écoles que je connais et avec lesquelles j'ai travaillé, le français n'est pas une priorité. Et c'est très dommage parce que, par exemple, à partir de septembre, je crois, même à partir de maintenant, pour pouvoir être à McGill, il faut passer le test du français. À Concordia, pareil. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a des autres, il y a des autres universités, mais ça, c'est des grandes universités du Canada. Et même ça, bon, c'est peut-être encore trop tôt, mais je ne vois pas un changement pour l'instant de la motivation des écoles d'améliorer leur service français. Est-ce que tu penses que ça provient d'une non-envie parce qu'ils ne voient pas l'intérêt en bout de ligne ou parce que c'est clairement des histoires budgétaires et que bah, il y a bien un endroit où il va falloir couper
et ça va tomber probablement sur le français parce que c'est pas une école dite francophone et que en gros, bah, nous on vous met des petites graines dans la tête, c'est à vous de faire germer votre jardin en dehors de l'école. Ouais, je pense surtout que c'est la deuxième. Je pense que c'est le budget. Je suis pas certaine, je ne peux pas confirmer, mais je me dis que s'ils avaient un petit peu plus de budget pour les langues, pas forcément juste le français, mais pour les langues en général, peut-être là qu'ils mettraient plus d'efforts là-dedans. Mais il y a des classes comme les sciences, les maths, des classes qui sont beaucoup plus importantes et qu'ils vont devoir avoir des bons crédits pour aller à l'université que forcément, si on n'a pas assez déjà pour ces cours-là, on n'aura forcément pas du tout de budget pour le français. Ouais. Et Voilà. toi, est-ce que tu as eu de l'expérience dans d'autres écoles ici à Toronto et est-ce que et ben, au final, tu étais confronté pareil, sans surprise, c'est plus ou moins la même chanson à chaque fois. Oui, c'est toujours la même chanson. Par exemple, un calendrier, on a un calendrier commun avec les évaluations. Ça, c'est un exemple qui est arrivé plusieurs fois avec des évaluations. Donc, parce qu'on ne veut pas mettre toutes les évaluations la même semaine, etc. Parce qu'on ne veut pas trop stresser les enfants. Et puis pas les Et surcharger non plus bêtement. bah, surtout, oui. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez organisé. Je fais mes calculs, je mets mes dates en avance. Et on a fait sauter mon test parce que le test de sciences, si je me souviens bien, était beaucoup plus important. Et du coup, moi, je devais faire 3 semaines après mon test. Alors que je l'avais mis genre 3 mois avant. Ouais, Et forcément, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire parce que bah, le français, c'est pas important. Ils vont au grade 9 l'année prochaine. Ils ont besoin de faire leur fameux test, de passer de 8 à 9. Donc, forcément, le français, au revoir. Les spectacles, quand il y a des événements sportifs ou des spectacles, bah, c'est toujours au moment où c'est où il y le a le cours français. de français. Ouais. Voilà. Et aussi, en fonction des horaires de travail, on va mettre le français, disons, vendredi en dernière période. Alors, forcément, il y a pas beaucoup de choses qui fait que les enfants vont être motivés et puis contents d'être là parce que c'est toujours le dernier de la liste. Ouais. Et pour moi, par exemple, à l'école où je travaille, c'est pas le cas parce que je me suis battue avec ça. J'ai dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas mettre le français en dernière période à des jours où ils sont fatigués. Non, c'est pas possible. Alors, si vous voulez qu'ils aient tous zéro, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais début de journée ou après la récréation, mais pas à la fin de la journée. Ouais, bah oui, parce qu'on se rend pas compte quand on parle pas une langue que c'est un travail incroyable. Moi, je me rappelle ici arriver et commencer un travail dans la langue anglaise et là, je me disais, mais je sais pas à la fin de la journée si je suis plus fatiguée par ma journée de travail ou par le fait que, bah, on m'a parlé dans une autre langue, que mon cerveau, au final, il a fait de la gymnastique toute la journée. J'avais l'impression d'être fatiguée, limite physiquement. Tellement mon cerveau, il avait dû se retourner dans tous les sens parce que tu penses à un truc, après tu le traduis, après tu le dis, la personne elle te répond, faut comprendre, faut refaire la phrase dans l'autre sens. Parce qu'au final, on va pas se mentir, quand on maîtrise pas la langue, dans notre cerveau, il y a la traduction qui se fait tout le temps. On pense dans une langue, on traduit dans l'autre. C'est hyper fatigant. Donc c'est sûr que mettre des cours en fin d'heure ou des périodes de temps qui sont pas les plus adaptées pour avoir le cerveau complètement disponible, c'est sûr que là, c'est même pas des bâtons dans les roues, là, c'est carrément un arbre qu'on a mis là. C'est Mais vraiment oui, empêcher l'élève d'être à son plein potentiel, en fait. c'est ça. Et alors, comment nous, en tant qu'enseignants, on va les blâmer qu'ils ne travaillent pas? Forcément, on comprend. Déjà, parce que moi, je suis une personne qui ne parlait pas l'anglais, qui parle à peine l'anglais maintenant. Donc, je sais exactement, comme tu viens de dire, je sais exactement comment c'est difficile, et physiquement et mentalement, de travailler et d'apprendre une autre langue. Et en plus de ça, on nous met à la dernière période de la journée. C'est pas possible. Est-ce que les élèves, ils ont conscience justement que d'être bilingue,
dans un pays qui l'est aussi, bilingue, bah, c'est une richesse en fait. Et que bah, tout ça, c'est pas juste du bourrage de crâne, on vous ouvre la porte vers un monde du travail bien plus enrichissant parce que du coup, si tu maîtrises les deux langues, tu vas pouvoir choisir si tu veux travailler en français ou en anglais ou te servir des deux langues sur ton lieu de travail. Pareil, si tu as envie de voyager, moi je suis toujours surprise de voir le nombre de francophones, je vais pas dire français, mais francophones que je croise pendant mes voyages, peu importe où je vais. Il y a toujours quelqu'un qui parle même deux, trois mots de français, mais qui est trop content parce que du coup, c'est la seule peut-être fois de l'année où il a pu discuter avec quelqu'un en français n'importe où on va. Mais voilà, est-ce qu'ils sont conscients justement que bah, ils travaillent un peu leur futur de demain, en fait, leur place dans la société? On est un pays bilingue, en fait. Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Alors, moi, je travaille avec des ados. Et oui, je leur parle, on fait des petites recherches ici et là. Je leur donne des anecdotes des gens que je connais qui, grâce au fait qu'ils sont bilingues, ils ont des emplois extraordinaires, ils ont une vie magnifique. Mais eux, leur intérêt en ce moment, c'est si tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils vont être tous des youtubeurs, influenceurs, etc. Alors forcément peu importe la langue, c'est pas intéressant de savoir que le français est important au Canada et puis parce qu'il sera sur YouTube ou Instagram, etc. Donc, ils n'ont pas d'intérêt. Les plus petits, ils trouvent ça original de pouvoir parler français. Ils trouvent ça amusant. Il y en a même qui disaient, j'aime le français parce que c'est fancy. Euh, mais au fur et à mesure, tu les vois, grade 3 grade 4 ça descend parce que bah, forcément, il n'y a rien qui est autour qui les attire au niveau du français. Mais à part ça, les grands, ils n'ont pas d'intérêt. Sauf si les plus vieux qui sont au grade 9 ont choisi le français. Là, c'est par choix. Et là, ils ont un peu plus d'intérêt à apprendre le français et à la conscience que grâce au français, au Canada et ailleurs d'ailleurs, ils vont pouvoir avoir plus d'opportunités dans leur vie d'adulte. Et est-ce que ça vient souvent d'enfants, ceux qui font le choix de continuer, justement, est-ce que ça vient aussi de la part d'enfants qui ont des parents qui sont peut-être francophones ou francophiles, ou c'est souvent juste le choix de l'élève? C'est souvent les parents. Mais c'est souvent les parents qui veulent que leurs enfants soient dans l'international, le business. Par exemple, ceux qui veulent qu'ils aillent faire des études d'avocat en Angleterre, des choses comme ça, aux États-Unis pour avoir les crédits de français. C'est souvent par intérêt futur, des crédits gratuits ou d'avoir le fait d'avoir un diplôme bilingue ici au Canada, parce que forcément un diplôme bilingue ne veut pas dire que tu es bilingue. Exactement, c'est bien de le rappeler parce que nombreuses sont les personnes, même dans le milieu du travail, hein, pour l'avoir été confrontée à ce truc-là, nombreuses sont les personnes qui ont une signature où c'est marqué bilingue. Donc forcément, moi tu me dis que tu es bilingue, je vais forcément aller à gauche, hein, je vais forcément te parler en français. Et là, on se rend compte que, bilingue peut-être à l'écrit et avec ChatGPT pour lire la suite, mais Ouais. pas conversationnel du tout, quoi. Non, 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 non. Donc c'est souvent les parents et par intérêt de X, Y raison. C'est très, très rare des enfants complètement anglophones qui vont parce que le français c'est super. C'est souvent une motivation derrière financière ou statutaire. Ouais. Ouais, et les parents, de manière générale, eux, sont quasiment tous bah, anglophones et n'ont pas forcément, eux, la possibilité de transmettre la langue à la maison non plus. Donc, au final, Pas du tout. tout repose sur vos épaules en tant que professeur, quoi. C'est ça, totalement. Ce serait quoi, les bonnes pratiques à mettre en place, que ce soit bah, à la maison avec les parents, entre jeunes et d'un point de vue professoral, les bonnes pratiques à mettre en place pour justement bah, se détacher doucement mais sûrement de cette insécurité linguistique, parce que bah, une langue de toute façon, on ne naît pas bilingue. C'est un apprentissage, ça prend du temps. Moi, voilà, je le disais quand on discutait un petit peu en ouverture de cette émission. Moi, ça fait 8 ans que je suis là et il y a des moments où je me dis, mais je vais rester bloquée avec un anglais moyen toute ma vie. Mais en fait,
peut-être que oui, et en vrai, ça me dérange pas tant que ça, parce que quoi qu'il arrive, j'arrive à vivre en anglais sans que ça me dérange de trop. Mais j'ai mis des petits trucs en place personnellement. De me dire, par exemple, à la maison, bah, si toute ta vie elle est en français, à la maison, essaye de regarder au moins deux, trois films par semaine où tu t'es que en anglais. Ou de lire des bouquins en anglais. Ou de lire un article, mais de le mettre en anglais. Comme ça, au moins, je suis sûre. Bref, de m'imposer deux, trois trucs pour justement pas perdre, à l'inverse, moi, pas mon français, mais mon anglais. Si on devait transposer ça à la situation, qu'est-ce qui serait des bonnes astuces, des bonnes pratiques à mettre en place par rapport aux élèves, par rapport aux parents et par rapport aux professeurs pour que justement il y ait plus ce malaise à chaque fois à se dire oh là là, si j'ouvre la bouche, est-ce qu'on va se moquer de moi en fait? Mhm. Alors au niveau de l'école, c'est montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple. Par exemple, les professeurs, les directions, l'administration, quand ils nous croisent, les professeurs en français, essayez de parler en français, de dire des mots «Bonjour, comment ça va?» en français. Essayez de montrer l'exemple aux élèves que même si on ne parle pas français, on peut bafouiller des petits mots à gauche, à droite et tout le monde regarde, tout le monde autour de toi est en train d'essayer. Tous les professeurs essayent. Ils nous voient parler entre nous et c'est comme si on est au zoo et ils sont là, ah, ils sont en train de parler en français. Et c'est vraiment rigolo de les voir, comment ils nous regardent, comme si on était des espèces en voie de disparition parce qu'ils C'est sont vraiment ça. étonnés. Oui, ils sont étonnés et choqués qu'on se parle en français. Et du coup, au niveau de l'école, je pense que ça, ce serait très, très important que tout le monde s'y mette un peu et quand les élèves sont autour, qu'ils montrent un peu qu'ils sont en train d'essayer de parler français. Par exemple, si tu es en classe en français et qu'un prof rentre dans la classe pour peut-être prendre un élève ou aller chercher quelque chose, qui disent bonjour, excusez-moi les élèves, est-ce que vous apprenez bien un petit mot en français qu'ils auront retenu. Un petit peu pour montrer qu'on est tous ensemble et qu'on est une équipe et qu'on parle tous en français dans la classe de français et quand on est avec le professeur de français. Ah, ça, c'est au niveau de l'école. Alors, au niveau à la maison, forcément, ils ont 2 ou 3 heures maximum de français par semaine. Ah, et en dehors de la classe, ils font zéro français. Alors, ce que je dis toujours à mes parents, c'est impossible de leur demander d'être bilingue et confortable à la fin de l'année s'ils ont juste 3 heures par semaine. Alors, à la maison, ce qu'on peut faire, c'est regarder des films, regarder des émissions, avoir les sous-titres en anglais. Ou bien, moi, ce que je faisais, c'est que moi, j'adore Nemo. Et je l'ai regardé au moins 100 fois en anglais, mais sous-titres en français au départ. Et après, je mettais pas les sous-titres parce que je le connaissais carrément par cœur. Donc je savais ce qu'ils étaient en train de dire et je me disais, tiens, ça se dit comme ça. Et les dessins animés, c'est assez facile parce qu'ils parlent lentement, ils articulent. Et puis c'est un vocabulaire qui est adapté aux enfants, donc pas un Voilà. vocabulaire trop difficile. J'adore cet exemple. Je suis vraiment contente que tu le donnes parce que c'est un exemple que moi-même je donne beaucoup. Les dessins animés, c'est vraiment cool. Il faut pas avoir honte de dire, ah, c'est un truc pour les bébés. Non, pas du tout. Ah non, moi je suis arrivée ici adulte et ça, pour être honnête avec toi, j'ai appris l'anglais avec les dessins animés et avec une émission que j'adorais. Je comprenais absolument rien parce que forcément c'est un langage que d'adulte, Ouais. mais au fur et à mesure, je m'habituais à l'accent de la personne et c'était une émission que c'est tous les jours, c'est le même présentateur et donc je m'habituais à comment il parlait. Et petit à petit, je comprenais un mot à gauche, à droite. Et maintenant, je comprends tout ce qu'il dit tout le temps. Mais c'est parce que tous les jours, je me mettais devant la télé et ça me donnait la migraine. Mais 10 minutes, je me forçais à regarder quelque chose en anglais. Parce qu'évidemment, on veut toujours quelque chose avec lequel on est à l'aise. Donc, on va forcément regarder des films en français, même si c'est des films américains ou anglophones, peu importe. Mais là, je me forçais, je me disais, OK, fais des 10 minutes en anglais et après tu changes. Mais du coup, maintenant, je les regarde tous en anglais. Et quand c'est un anglais un peu difficile, je mets les Les sous-titres. Donc sous-titres, ça, bah oui, c'est bien sûr. vraiment... Puis même, des fois, je dis aux parents, il y a des fois, ils habitent loin et il y a des bouchons ici à Toronto. Je dis, mais quand vous êtes dans la voiture, mettez de la musique, mettez une radio francophone, mettez de la musique, un podcast en français. Même Mettez si chaque FM. voilà, même s'ils comprennent rien, c'est pas grave. Ils ont le français dans leur oreille. Ouais, puis c'est juste aussi s'habituer aux sonorités. Exactement. On va
peut-être buter sur un mot, dire ah, et puis ça peut faire rire, et puis au final, c'est un mot qu'on va garder en mémoire parce que du coup, c'est l'anecdote qui fait l'histoire, et ah, tu te rappelles de ce mot, même concombre, ah, concombre, et du coup, bah, t'as appris un mot, même si sur le coup, c'est un peu rigolo, machin, c'est peut-être un mot que tu garderas dans ta tête tout le temps, en fait. Donc, Ouais, ouais, mais ça c'est je rebondis vraiment sur ce truc de dessin animé. Moi aussi, grande fan de dessin animé pour pouvoir bah, apprendre un vocabulaire qui est adapté à quelqu'un qui apprend une langue. Parce que à vouloir trop en mettre dans le cerveau d'un coup, je trouve que c'est du bourrage de crâne et c'est pas très. Au final, on ressort de là-dedans. On a plus, comme tu dis, la migraine qu'une réelle vision sur ah, ok, j'ai progressé là, j'ai appris deux, trois trucs. Non, parce qu'au final, c'est enfumé, il y a plein de trucs. C'est pas le plus simple, mais ouais, les dessins animés, en plus, c'est vivant, c'est rigolo, on passe un bon moment, il y a une chanson, tac. Enfin, ouais, moi je trouve que c'est un super bon exemple en tout cas. ouais, ouais. Puis ils le font. Et en plus, vu que c'est quelque chose d'assez facile, ils sont pas résilients à le faire. Je veux dire, 10 minutes, ok, ça va. Alors ils mettent la minuterie. Et puis, mais c'est pas grave. C'est ça que tu fais, je veux que tu le fasses et ils le font 10 minutes. Et avant de se quitter, Isabelle, si tu avais un dernier conseil, que ce soit pour des élèves qui nous écoutent, des nouveaux arrivants ou des personnes des parents en fait, tout simplement, ce serait quoi pour justement mettre un terme total à cette insécurité linguistique? Alors pour les familles et les parents, c'est ici en Ontario, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités de faire des activités, de vivre en français. C'est gratuit. Profitez-en de cet avantage incroyable qu'il y a ici en Ontario pour pouvoir apprendre une langue tellement facilement et en s'amusant. Ça, c'est vraiment, il y a tellement d'opportunités que c'est dommage qu'ils ne les prennent pas, alors que ce serait très, très bénéfique pour leur famille et leurs enfants. Au niveau des immigrants qui viennent d'arriver, des immigrants, j'imagine francophones, allez-y, allez dans les écoles, les endroits publics. Il y a partout, on vous cherche, on a besoin de vous pour qu'on puisse faire vivre cette langue et continuer à montrer que c'est pas une vieille langue et que c'est pas ennuyant, mais que c'est drôle et que les francophones sont super et très agréables à vivre et qu'on a beaucoup, beaucoup de culture francophone de partout dans le monde et qu'on est incroyable. Ben voilà, c'est sûr, ces mots que j'adore. On est incroyable, exactement. Une belle communauté francophone, hyper riche, hyper cultivée aussi, parce que je trouve que s'il y a bien un truc qui nous est cher, nous les francophones, c'est la culture musicale, gastronomique, historique. Il y a plein de choses, on est riche de tout ça. Donc, merci beaucoup Isabelle de nous avoir donné ta vision en tant que professeure dans une école anglophone de cette insécurité linguistique, cette question qui est réellement centrale, hein, forcément, dans un pays qui est bilingue, on n'est pas forcément à l'aise à 50-50, pareil, enfin, à 100% même, je devrais dire, dans les deux langues. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir partagé ta vision et puis nous avoir accordé un petit peu de temps sur les ondes de chaque FM 105.1. Ouais, merci de m'avoir invité, c'était un grand plaisir et quand vous voulez, je reviens. Et bah, avec grand plaisir, je penserai à toi. Merci beaucoup, Merci. Isabelle. C'était donc Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Et je vous rappelle que cette émission, elle est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt!